Donc on y va, donc attendez, je vous partage mon écran. Tac, comme ça, vous avez l'application, l'écran. Je vais vous partager l'écran là. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? C'est bon? Ok. Alors, tac, 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 tac. Par contre, j'enregistre pas vos questions. Il y aura que le tableau là. J'essaye un nouveau truc parce que sinon avec les questions c'est le bordel. J'arrive pas à passe mon temps à switcher de l'un à l'autre. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais. Attendez, je suis sur le bureau là. On va aller chercher les exos du bouquin et on va faire les exos du livre. Alors, attends qu'il charge mon bibliomanuel. Le voilà. Donc on va aujourd'hui corriger les deux exos. Ah oui, pardon, attends, il manque, il y en a deux qui arrivent là. Voilà, je n'avais pas vu, je viens de les accepter. Bon, alors, donc ici on a le bouquin, on va travailler sur l'exo pour commencer l'exo là. Tac, on va partir sur le 44. Voilà. Oula, il est passé où? C'est très moche. Attendez, je vais le grossir parce que ça va pas le faire. On va rien voir sinon. On va cliquer là-dessus. On va partir sur. Ah, c'est pas évident. Je bascule entre les trucs. Voilà. Voilà. Ok, on est bon. Donc là, on a notre petit exercice à faire avec les exos. Donc, première chose, on vous explique, donc pour comparer, essayer de comparer les vitesses du son dans l'eau et dans l'air. Donc vous savez que dans l'eau, on l'a déjà dit, ça va plus vite que dans l'air parce que les molécules sont plus rapprochées. D'accord? Quand il y a une molécule si on si par exemple on est dans l'air, les molécules elles vont mettre un certain temps. Pourquoi il est décalé lui? Les molécules elles vont mettre un certain temps, d'accord? La molécule là va mettre du temps pour aller taper sur la molécule là, etc., etc. Par contre, j'ai un décalage avec mon stylet, c'est pas cool. Ouais, c'est marrant, je passe. C'est page 248, ouais. J'ai un souci avec mon stylet. Évidemment, c'est pas terrible. J'aurais peut-être pas dû tenter un truc. Je tentais un peu trop compliqué là. Euh, Attendez. Ah bah là, j'y peux rien, hein. Je suis désolé. Je ne suis pas fournisseur d'accès Internet non plus. Je vais juste essayer de recalibrer mon truc parce que là, j'ai un problème de calibrage. Si j'écris là. Oui, non, il veut pas. Il veut pas. Je sais pas ce qui se passe, il y a un problème, c'est pas grave. Bon, on oublie, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, on se débrouille. Alors par contre, j'ai plus rien là. Pourquoi j'ai plus rien? Là, je vous vois plus. Ok, on est bon. Ouais, mais si la box elle a une mauvaise connexion, tu iras pas beaucoup plus loin. Bon, alors, donc on va réaliser déjà première chose un schéma du dispositif expérimental. Donc le schéma du dispositif expérimental, c'est pas bien compliqué. En fait, vous partez sur en fait un schéma. Alors ça va être très chiant parce que je suis décalé vers le bas. Oh là là, ça va pas le faire du tout. Ici, en fait, je vais faire avec la souris, c'est pas grave. Attendez, on va faire autrement parce que là, c'est le bordel. Je repasse en écran unique. Voilà, normalement, est-ce que ça remarche correctement? Oui, ça marche correctement. On va faire comme ça, bah, c'est pas grave. Alors, du coup, il va falloir que je bascule à chaque fois sur vos questions, etc., etc. Donc, c'est pas grave. Alors, oui, alors, déjà, je dessine pas bien en temps normal, mais là, vous imaginez bien que sur un ordinateur, ça va être encore pire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, première chose, première question. Donc, on a 44 questions A. Ouh là là, il est rapide. Il y a un problème avec mon truc. Pourquoi c'est gros que ça? Je sais pas ce qui se passe. Il m'énerve. Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que là, ça marche mieux?
Voilà, il y a ma souris qui part en... Il y a un souci, pardon. Il y a mon- Ça marchait très bien avant, puis évidemment, ça marche plus. Oui, bah forcément, si je pars sur un truc... on va partir là-dessus, ça devrait être bon, je pense. On va voir. Bon alors, on me fait quoi lui? Bon, je débranche, je rebranche. Ah, c'est mieux, on y va. Enfin, bon, bref, donc le schéma expérimental, en fait, on va avoir une cuve. Alors ça, on le fera en TP la semaine prochaine. On fera pas forcément avec une cuve, mais on le fera quand même. Donc ici, vous mettez un émetteur, d'accord, et ici vous mettez un récepteur. Et ici, vous prenez une cuve qui est longue de, ils vous disent 1 mètre. Pas 1 mètre, 1 m 80. Donc ici, la cuve, elle fait 1 m 80. Et en fait, on va envoyer le son qui va traverser et qui va être reçu par un récepteur. Donc l'émetteur, on le branche soit sur un ordinateur, soit sur un oscilloscope. Récepteur, pareil. Donc là, on les branche par exemple sur un PC. Et on va afficher l'écart de temps qui s'est écoulé entre le temps d'émission et le temps de réception. D'accord? Donc le son, il part de là, il arrive ici. Et il met un certain temps pour aller de là à là. Le temps, on l'appelle taux. Donc taux pour, on va avoir le temps lorsqu'on fera la mesure dans un liquide, et ensuite on aura le temps lorsqu'on fait la mesure dans l'air. Que là, est-ce que ça va? Bon. Gomme, barre est parti. Ok. Ah, le problème, c'est qu'il va falloir que je switch sans arrêt. Oui, bof, quoi? Qu'est-ce qui pose problème? On est d'accord que si ici vous mettez un... Bon, concrètement, c'est quoi, hein? C'est un haut-parleur. Vous mettez un haut-parleur dans un coin de la pièce, ou sur le bord d'un aquarium. Vous mettez un micro à l'autre côté de l'aquarium, et forcément, le son va mettre un certain temps pour aller de l'émetteur au récepteur. C'est pas instantané, parce que le son, il se déplace à une certaine vitesse. Et donc, on va calculer le temps mis par le son pour aller de l'émetteur au récepteur. C'est tout. C'est plus compliqué que ça. On va le faire dans l'air, on va le faire dans l'eau. Tu n'as pas compris quoi? L'histoire du son qui met un certain temps? Ah, ça, c'est ton expression, c'est carré. Ok, c'est carré. Bon, c'est carré. Donc, vu que c'est carré, on continue. Ici, pour l'instant, donc nous on le fera en TP, d'accord? On le fera en TP qu'un oscilloscope, vous verrez, on émettra des salves avec des ultrasons et on enregistrera le son un peu plus loin. Comme ça, on va pouvoir calculer le temps qu'il met pour parcourir 60 cm, 1 mètre, etc. On le fera en TP la semaine prochaine. Alors, petit b maintenant, on vous représente sur deux graphes différents les évolutions de L en fonction de TR et de T liquide. Alors là, on va utiliser notre cher régressi que vous kiffez. Et on va faire le graphique clavier. Et donc on va mettre ici, alors pour mettre le taux, si vous voulez essayer chez vous, c'est CTRL T, ça fait le taux. Donc on a le taux liquide, on va mettre dans l'ordre, taux liquide, taux R, la distance. Donc là je vais recopier les valeurs du tableau. Des questions? Non, oui. Ok. Donc là je vais juste, en fait vous pouvez le faire à la main, hein. Normalement il faudrait le faire à la main, mais là on va le faire un peu plus, informatiquement ce sera plus joli. Donc QR, ça fait 4.6. Donc ça met 4,6 millisecondes pour parcourir 1 m 80. 1 m 60, pardon. Ensuite, ça met 1 seconde dans l'eau pour parcourir 1 m 80. Ça met 36 millisecondes, pardon, pas secondes. Ça fera un peu trop. Donc là, je recopie les valeurs du tableau, d'accord? Donc 0,92, 4.06, 1.4, 0.8, 3.42 et 1.2. Ensuite, on est à 0.66. Donc forcément, plus la distance est petite, moins il y aura de temps, moins il y a de distance à parcourir pour 1 mètre. Ensuite, 0.52, 2.28 et 0.8. Et le dernier, 0.4, 1.68, 0.6. Qui me parle? Oui, je recopie juste l'énoncé.
il n'y a rien à comprendre, je recopie l'énoncé, je recopie les tableaux là, c'est tout. D'accord? Donc je recopie le tableau et on va regarder ce que ça donne en graphique. On vous demande en graphique de... Attendez, je vais mettre ça là. Comme ça, je vois vos questions. Donc le graphe, ça nous donne ça. Sur le même graphique, donc j'ai... Alors, on va mettre en coordonnées. En abscisse, en ordonnée, je vais toujours avoir la longueur. D'accord? On va réfléchir. Et là, on va mettre TO, R. Pour que ce soit dans le bon sens, que je ne suis pas à l'inverse. Donc là, on a deux graphiques. Alors, on va pas forcément les voir. Ouais, j'ai mis deux fois le même, c'est pour ça que je vois pas les deux graphiques. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ok, bon, il y a un problème, c'est pas grave. On va le faire l'un après l'autre, c'est pas grave. On va commencer avec l'air. Alors, avec l'air, voilà, quand je trace le graphique, ça me donne ça. Ça me donne un graphique, ça me donne des points. Ici, si on réfléchit, on a notre formule en cours, on a vu V, enfin vous le connaissez depuis longtemps, la vitesse c'est la distance parcourue par le temps. Donc là on l'a appelé taux le temps, d'accord? Le temps de parcours. La distance ici on l'a pas appelé, dans le sujet on l'appelle pas D, on l'appelle L, mais ça revient à la même chose, c'est une distance. Donc V égale L sur taux, ou autrement dit D sur T, d'accord? Donc là c'est les mètres, et là c'est des secondes normalement, et on aura une vitesse en mètres par seconde. Donc moi, si je trace ici, si je passe le taux du côté là, je vais avoir L égale V fois taux. Ou par rapport à votre formule d'avant, c'est D égale V fois T. Là, il n'y a rien de nouveau. Ben, si je trace un graphique avec L en ordonnée et taux en abscisse, ben, l'ordonnée à l'origine, pas l'ordonnée à l'origine, pardon, le coefficient directeur de ma droite, ça sera la vitesse. D'accord? Donc ça sera entre guillemets en maths le x, et ça sera le y en maths. Donc on aura bien y égale ax, ou en l'occurrence c'est v là. Donc grâce au graphique, je vais pouvoir déterminer graphiquement la vitesse dans l'eau et la vitesse dans l'air, juste en regardant le coefficient directeur de ma droite. Bon, allez, levez la main ceux qui n'ont pas compris. Le taux, c'est la lettre, le temps. Alors, qui veut me parler? Attendez, je ne sais même plus c'est où. Qui c'est qui a levé la main? Ah, il est bien fait leur site. C'est qui? C'est Mathilde qui a levé la main? Non. Bah oui, vas-y, c'est bon. Qui c'est qui parle là? Non, c'est toi? Donc si vous voulez demander la parole, vous pouvez demander la parole et normalement je peux vous autoriser à parler. Alors, ou là quoi? Ou là j'ai pas compris, ou là ça marche pas. Le taux, c'est le temps qui met le son pour aller d'un bout de la cuve à l'autre bout de la cuve. Par exemple là, si j'ai une cuve d'1,60 m, le son il met 1,08 millisecondes pour traverser la cuve d'1,60 m. Ici, mathématiquement, graphiquement, on a une droite. On est d'accord? Une droite comme ça. Ici, on avait mis taux et là, on avait mis L. Mathématiquement, le taux, en fait, en maths, c'est ce que vous appelez le X habituellement. Et le L, ça correspond à ce que vous appelez Y en maths. Donc là, on a bien une droite du type Y égale AX. Elle passe par 0, donc pas de plus B. Voilà. Du coup, vu que Y égale AX, le coefficient directeur de la droite ici, va nous donner la vitesse. Parce qu'en fait, quand on regarde la droite qu'on a tracée, nous on a tracé L égale V fois T. Donc Y c'est notre L, X c'est notre T, donc A c'est notre coefficient directeur qui vaut en fait V. Donc quand on va mesurer le coefficient directeur de ma pente, de ma droite, j'aurai en fait la vitesse dans l'eau et la vitesse dans l'air. Donc là, c'est la question C en fait que je suis en train de faire. D'accord? Bon. Alors du coup, on retourne sur notre régressie. Alors comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ici, on va faire une modélisation. Je vais vous le mettre en plein écran. En fait, en faisant une modélisation, on va lui demander de nous donner les coefficients directeurs de la droite tout seul. Donc là, on va lui dire que c'est une fonction
linéaire. Et là, on applique, on fait ajuster, et là, il nous donne la valeur. Et la valeur, elle est donnée ici. Donc là, dans le cas de l'air, on trouve 346,5. D'accord? Alors, comment on aurait fait ça sinon si on avait voulu faire ça de manière propre, c'est-à-dire à la main, parce que vous n'avez pas tout sur un ordinateur sous le coude. Pour faire ça, on va faire une nouvelle page. C'est en mode bureau. Je vais vous extraire là le graphique. On va regarder ce que ça donne. Nouvelle page. Voilà. Comment on fait ça pour trouver un coefficient directeur? En fait, vous prenez votre règle et vous allez tracer. Je crois que c'est là, ouais. Vous allez prendre 2 points de la droite, pas forcément des points qu'on a trouvés, parce que nous, les points qu'on a trouvés, il y en a un là, il y en a un là, etc. Mais la droite, vous voyez qu'elle n'est pas forcément sur tous les points, parce que les points, il y a une incertitude dessus. On n'est pas sûr à 100% de la valeur. On a pu faire une erreur de mesure, etc. On n'est pas très précis. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tracer ici. Attendez, je vais le mettre en rouge. Il veut pas le mettre en rouge? Si, il veut pas. Oui, il veut pas me le mettre en rouge, c'est pas grave, on va le mettre en noir. Donc ici, vous allez prendre un premier point, qui sera le point ici. D'accord? Donc on va prendre un point ici, vous avez fait en maths déjà. Donc on va prendre le point B ici. Et puis ici, par exemple, on prend un point très éloigné du point B. On va appeler le point A. Et pour avoir le coefficient directeur, vous vous rappelez, en maths, vous l'appeliez K souvent. Ou A, ça dépend. C'est YB moins YA sur XB moins XA. Ça vous rappelle quelque chose, ça, en maths? Bon. Alors, il y a un problème là pour toi, Clément, parce que tout le monde se rappelle. Oh là, il y en a deux qui savent pas. Alors, ceux qui savent pas que ça leur dit rien, c'est qu'ils ont soit pas vu, soit vous vous rappelez plus. Normalement, vous l'avez vu, c'est sûr. Personne en attente, au fait. Donc, j'y pense. Alors, en maths, c'est sûr à 100% que vous avez vu les coordonnées de droite, etc. Vous avez vu les fonctions affines, y égale ax, ça vous dit quelque chose? Donc, vous avez vu comment calculer un coefficient directeur. Forcément. Alors, en fait, le coefficient directeur, vous avez 2 points sur une droite. Le coefficient directeur, c'est la pente, en gros. La pente, en fait, en gros, d'où elle vient le YB moins YA, etc. Si je prends les coordonnées du point A, donc c'est YA égale A fois XA. D'accord? Donc le point là, pour savoir sa valeur en Y, je vais faire A fois XA. Pour avoir la valeur de B, c'est pareil, je vais faire YB égale A fois XB. Pareil, c'est toujours la même droite, c'est toujours la même équation de droite, puisque je vous rappelle que l'équation générale de la droite, c'est A fois X. Donc que ce soit A ou B, ça ne change rien. Donc maintenant, si je soustrais les deux, je fais YB moins YA, je fais ça moins celle-ci. Je me retrouve avec du YB moins YA à droite, à gauche, pardon, égale à AXA moins AXB. Bon, là, je suis en train de faire une démonstration de maths. Hein. C'est pas trop mon but, mais bon. Ensuite, je factorise par A ici. Donc, je me retrouve avec du A égale. Du coup, je me suis trompé, c'est B et A. Donc, je retrouve avec du A égale XB moins XA. Et du coup, je retrouve ici mon coefficient directeur. Là je l'ai appelé K, mais on peut l'appeler A, hein, c'est pareil. Et on retrouve la même chose. YB moins YA sur XB moins XA. C'est un coefficient directeur, quoi. A, c'est le coefficient directeur, c'est la pente. Faut que je fasse un... Si on doit calculer la vitesse, mais justement pour calculer la vitesse, il faut le faire avec la pente, parce que vous avez plein de valeurs, donc il faut le faire avec la droite. Et le problème, c'est que le coefficient directeur de la droite, ça vaut la vitesse. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Je réexplique mathématiquement. Vous avez une droite. Je ne sais plus comment on rajoute une page là-dedans. Page plus là. Vous avez une droite en maths. Tac. Si vous avez une droite qui passe par exemple comme ça par un point,
Cette droite, elle a pour coordonnées, pour équation, y égale ax plus b. A, ce qu'on appelle la pente, ici, et b, c'est le point qui est là, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc A, c'est le coefficient directeur, B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est des maths. Normalement, vous l'avez vu. Mais c'est possible que ce soit pendant le confinement, effectivement. Et pour calculer le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente, il faut que vous preniez deux points de la pente éloignée, de la droite éloignée, n'importe lesquels. Vous les appelez par exemple grand B, grand A, et vous appliquez la formule qui vous dira que la pente, elle vaut YB moins YA sur XB moins XA. Donc là, en l'occurrence, il faudra le faire sur ma page là. D'accord? Donc là, si je le fais pour mon YB, par exemple, je vais appliquer mon coefficient directeur. Ça va faire YB, c'est donc 1,6 m, donc 1,6, moins YA, bah, c'est 0, pas de problème. Le tout divisé par, en bas, je suis à 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, donc 4,65. Mais attention, c'est des millisecondes. Donc, il ne faut pas oublier de faire fois 10 puissance moins 3. Il faut le mettre en secondes. D'accord? Donc là, vous prenez votre calculatrice et normalement, on doit retrouver les 340. Et je ne sais pas ce que m'a dit ma calculatrice. Je ressors une calculatrice. Je vais démarrer, on démarre. On fait 1,6 divisé par 4,65, 10 moins 3. Et on trouve du 344 mètres secondes pour l'air. Bien ce qu'on a vu en cours. Et on obtient direct la vitesse. Alors, vous êtes perdu parce que vous comprenez pas ce qu'on fait ou parce que l'histoire de coefficient directeur, etc., ça vous dit rien du tout? L'histoire de coefficient directeur, c'est vraiment, alors vraiment, normalement, ça devrait être maîtrisé. Vous l'avez fait normalement ça l'année dernière en maths, au moins plusieurs fois, et normalement avant le confinement. Parce que ceux qui me disent que vous avez fait on a été confiné fin mars, normalement l'histoire des coefficients directeurs, vous le faites avant en maths. Théoriquement, vous l'avez fait. À un moment, il faut que vous bossiez aussi un peu à la maison. Bah oui, mais enfin ça, c'est un truc, ça me rend fou. L'année prochaine, vous allez voir, vous êtes les premiers à pleurer parce que ouais, mais vous parlez d'un truc qu'on a vu l'année dernière. Bah oui, ce que vous avez vu l'année dernière, vous êtes censé le maîtriser. Ce que vous avez vu au collège, vous êtes censé le maîtriser. Le coefficient directeur, je suis désolé, c'est au programme du brevet, etc. Vous devez le maîtriser et vous allez le revoir cette année. Là, c'est juste la question C, C, je crois. On est sur la question C. Là. Pardon, C. Il y a deux fois C d'ailleurs. En fait, on vous demande de comparer pour calculer les vitesses. Donc, je reprends ce qu'on a fait. En fait, on a fait des mesures. On a fait plein de mesures ici. On a pris une cuve d'1,60 m, on a mesuré le temps qu'elle a mis le son pour traverser cette cuve d'1,60 m. Le son a mis 4,60 millisecondes pour les traverser dans l'air et dans l'eau 1,08, etc., etc. On a fait plein de fois le graphique, plein de fois la mesure. Ça nous permet de tracer un graphique. Ce graphique, on va pouvoir faire tracer la longueur traversée en fonction du temps de transfert, du temps de traversée. Et du coup, on va trouver une droite. Et le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire la pente, est égal à la vitesse du son dans le milieu. Dans l'air ou dans l'eau. Oui, en maths, vous allez les refaire, c'est sûr, à 100%. Bon, du coup, on va pas aller trop loin si vous n'avez pas revu, mais normalement, vous êtes censé le maîtriser un minimum. Donc ici, pour le faire, moi, je l'ai fait avec l'ordinateur. L'ordinateur, vous avez vu, me donner 345. Moi, là, je le fais à la main. Quand vous avez un graphique, vous trouvez le coefficient directeur du graphique. Vous prenez deux points sur le graphique, le plus éloigné possible. Donc moi, j'ai pris celui-là et celui-là, B et A. Et j'applique ma formule YB moins YA sur XB moins XA. Et là, j'ai fait une petite démonstration rapidement pour expliquer d'où il sort ce YB moins YA, XB moins XA. Donc là, on a trouvé la pente. Donc là, j'ai appliqué YB, c'est-à-dire l'ordonnée de mon point B qui vaut 1,6.
moins l'ordonnée de mon point A qui vaut 0, puisqu'il est en 0, divisé par l'ordonnée, l'abscisse du point B, qui est là, donc 4,65, moins l'abscisse du point A, donc qui est là, mais qui vaut 0 aussi. Et il ne faut pas oublier de le mettre en secondes, parce que là, les abscisses, attention, c'est des millisecondes. Donc pour le mettre en secondes, il faut que je divise par 1000. Donc le 4,65 10 moins 3. Et j'obtiens donc une vitesse dans l'air de 344 mètres par seconde. Ok? Bon, si vous suivez pas trop, c'est pas excessivement grave. Mais bon. Donc maintenant, on va repasser sur l'eau. Donc là, on va refaire pareil pour dans l'eau. On fait exactement le même raisonnement. On trace le graphique avec l'eau. Paf, on a une nouvelle droite. J'identifie ma nouvelle droite. Ici, je lui redis une modèle linéaire. Tac, tac. Et là, il fait le calcul tout seul pour moi et trouve 1,5. Sauf que le truc, c'est que lui, il fait pas la conversion. Donc, il va falloir faire x 1000 à notre résultat. D'accord? Parce qu'en fait, c'est des millisecondes. Et comme on divise par des millisecondes, ça revient à multiplier notre résultat par 1000. Donc, en fait, pour le cas, je vais l'écrire ici, pour le cas de l'eau, on va effacer tout ça. Pour le cas de l'eau, VO, c'est égal à la pente, et on trouve 1503 mètres par seconde. Et je vous rappelle qu'on vient de trouver juste avant que la vitesse dans l'air, elle était de 344 mètres par seconde. Donc on retrouve bien le fait que dans l'eau, ça va plus vite que dans l'air. De toute façon, on le voyait bien, que regardez, le temps qu'il met pour traverser du liquide, c'est bien plus court que le temps qu'il met pour traverser de l'air. Par exemple, pour traverser 1 mètre ici, pour traverser 1 mètre d'eau, le son il met 0,66 millisecondes, et pour traverser 1 mètre d'air, il met 2,94 millisecondes. Ça va? Ok. Et donc maintenant, on vous demande comparer les deux vitesses de propagation dans l'air et dans l'eau. Bah, évidemment, VO est supérieur à VR parce que c'est plus dense, car le milieu est plus dense. Les molécules sont plus rapprochées. D'accord, donc ça c'est la question C, mais ils l'ont fait 2 fois. Donc bon. Et, comparer la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air à celle du son dans l'air. Donc là, on voit qu'on est parti sur des ultrasons, d'accord? Dans le cours, on avait dit que la vitesse du son, elle est environ de 300-340, et là, on retrouve exactement la même. Donc finalement, la vitesse du son, elle est égale à la vitesse des ultrasons. Les ultrasons vont pas plus vite que le son. C'est ça qu'il fallait dire. Alors, en fait, si tu fais le calcul, bon, par exemple, si vous voulez pas faire le graphique, imaginons que vous n'ayez pas toutes les valeurs là, vous ayez que la valeur là. À partir de là, vous pouvez trouver les vitesses du son. On va prendre un exemple. On va faire 1 mètre. Donc on va dire vitesse du son dans le liquide. Ça vaut V égale D sur T. La distance, c'est ça, donc c'est 1 mètre. Le tout divisé par, dans le liquide, 0,66. Sauf que c'est 0,66 millisecondes, donc il faut faire 10 moins 3. Et bien, si vous faites le calcul, on va retrouver le à peu près 1500. Mais c'est moins précis que de passer par le graphique. Le graphique, il tient compte de tous les points à la fois. Donc vous faites une moyenne, c'est plus précis. Et on trouve 1515 si vous faites le calcul là. Donc on trouve quasiment la même valeur que là, quoi. D'accord? Et c'est des mètres par seconde. Donc sur mon graphique, moi, le logiciel, il avait tracé, mais il avait pris 0,66, il n'avait pas pris le 10-3. Et comme on divise par 1000, mais que c'est en dessous de la fraction, on revient à faire x 1000 notre résultat. Oui, c'est pour la précision. Le fait de le faire avec le graphique, c'est beaucoup plus précis que de le faire avec un seul point. Imaginons que vous soyez planté dans la mesure là, tac, sur le graphique, on le voit tout de suite, alors que par calcul, vous ne le voyez pas. En faisant par graphique, on fait la moyenne de tout. C'est beaucoup plus précis. Bon, un peu galère cet exo-là. J'ai peut-être vu un peu, voilà, peut-être un peu dur, mais bon. On en fera en TP, on en refera en cours, vous inquiétez pas. Vous voulez le faire parce qu'en fait, on va le faire en TP, donc vous ne soyez pas surpris de la manip qu'on va faire en TP.
Bon, allez, let's go, on continue. Alors, par contre, il faut que j'efface tout parce que sinon ça rame à chaque fois. Voilà, comme ça. Ok, alors, on repart sur l'exo. On avait le 46. Hop, le 40, 48, 47, je sais plus. Celui avec les dauphins. 47. Alors, les dauphins. On va reprendre ce truc-là. Nouvelle page. Ok, alors, on y va. Pour nos amis les dauphins. C'est toujours pareil, 349, je crois. Ouais, finalement, le 47, il était 2 étoiles, mais finalement, il était plus simple. Le problème du 40, qu'on vient de faire du 44, c'est pas trop un problème de physique, c'est un problème de maths. Si vous savez pas faire les équations, si vous comprenez rien des équations de droite, effectivement, c'est compliqué. Je confirme. Moi, je pensais que vous l'aviez vu, normalement. C'est bon, c'est pas grave. Alors, on vous donne ici la vitesse de propagation. Dans l'eau, le son se propage à 1530 mètres par seconde. Les vitesses de propagation des sons audibles et des ultrasons sont identiques. C'est ce qu'on vient de dire dans le 44. C'est-à-dire que le son, comme là, que vous entendez, et le son ultrason, ça va à la même vitesse. Finalement, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est la fréquence. C'est vrai. Donc, on vous demande, première chose, vitesse du son, comparée avec la vitesse du son dans l'air. Donc, il suffit de faire 1530 divisé par, alors soit vous prenez 300 ou 340, on va prendre 300 par exemple, c'est la valeur que je donnais dans le cours, ça fait à peu près 5 fois. Donc le son, il va 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. D'accord? Donc ça, même un cinquième, il peut le faire. Donc maintenant, sur le graphe du document, la durée entre deux émissions de clics. En fait, on vous dit qu'un, comment ça s'appelle? Un dauphin, il émet des clics, il fait clic, clic, toutes les 220 millisecondes. Je fais vachement bien le dauphin. Donc, ici, on voit qu'on a un clic de dauphin, d'accord? Et on en a encore un autre ici. Et donc, on vous demande, comparer le résultat à la valeur indiquée dans le texte, quelle est la distance entre ces deux-là? Voilà, il suffit de prendre le graphique. Alors, je vais aller le rechercher en plus gros. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir en plus gros. Si. Je vais vous le... Voilà, on va prendre en plus gros. Donc, on voit qu'ici, entre ici et ici, on va pouvoir regarder quel est le temps entre ces deux clics. Ici, on a 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 100, 100, j'en étais où 140, pardon, 160, 180, 200, 220. Donc là, on est à 220 millisecondes. Et ensuite, on compte de nouveau 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220. Donc il y a bien 220 millisecondes entre les deux clics bleus. Donc ici, on a bien 220 millisecondes. Et ça correspond bien à ce qu'on vous disait ici dans l'énoncé. Donc on retrouve 220 millisecondes égale ce qui était noté dans l'énoncé. Donc on ne s'est pas trompé, les dauphins ils mettent bien des clics toutes les 220 millisecondes. Et maintenant on vous dit, en rouge en fait c'est l'écho. C'est-à-dire que le sous-marin il fait des clics, le dauphin il émet des bruits. Ces bruits vont taper par exemple dans une paroi pour revenir. Et donc là, on vous demande quel est le temps qu'il met pour revenir. Bah, c'est le temps entre le rouge et le bleu. Donc, c'est le clic là qui fait le rebond. Le clic là fait un autre rebond plus tard. Mais le clic là fait un rebond ici en rouge. Donc le delta T entre les deux, on voit qu'en fait on a 200 millisecondes. On fait la différence entre le rouge et le bleu. Donc il s'est écoulé 200 millisecondes entre l'émission par le dauphin et la réception une fois que le son a percuté la paroi et est revenu. Ouais. Et donc maintenant, bah, il faut essayer de réfléchir comment il va faire. Donc le dauphin, il est là, il y a le fond marin qui est là, il envoie un clic vers le bas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit il envoie un clic vers le bas. Donc le dauphin, il émet un clic. Donc le son, il va faire ça, et il va revenir. Il y en a un qui se fout de la gueule de mon dessin. Non, c'est bon. Oui, effectivement, c'est très rare qu'il fasse des erreurs dans les énoncés. Mais normalement, oui, on trouve toujours la même chose. Ça vous permet de vérifier, quoi. C'est une vérification. Donc ici, notre dauphin va faire, le son va faire l'aller et le retour. Donc, nous, ce qu'on cherche, alors, je vous rappelle la formule, hein, c'est toujours la même, la seule que vous avez dans le cours, V égale D sur delta T.
Ici, c'est des secondes. Et ici, c'est la durée, la distance en mètres. Et ça, c'est en mètres par seconde. Nous, ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça. On cherche la distance. D'accord? Donc, quelle est la distance parcourue par le son? La distance parcourue par le son, bah, c'est V fois delta T. La vitesse, on a dit, c'était dans l'énoncé, c'est 1530. Le delta T, on vient de le dire, c'est 200, mais attention, c'est des millisecondes, donc il faut faire x 10 moins 3. D'accord? Et donc on fait le calcul. 1530 fois 210 moins 3. Et on trouve du 306 mètres. D'accord? Et là, vous allez me dire, oui, il y a 306 mètres entre le dauphin et le fond. Mais non! Parce qu'en fait, le son, il n'a pas parcouru 300, il a parcouru 306 mètres, on est d'accord? C'est 306 mètres aller-retour. Donc la distance ici, la longueur L ici, en fait, elle vaut la distance qu'on vient de calculer sur 2. Donc en réalité, L égale 306 divisé par 2, ça fait 103 mètres. 153 mètres, pardon. Est-ce qu'on est bon? Donc ça, c'est un piège sur lequel vous tombez très souvent quand on parle des échos, s'il faut pas oublier de diviser par 2. Donc là, les exercices d'écho, on en fera encore, hein, on en fera. De toute façon, dans le type d'exercice là, vous voyez exactement le type d'exo que je peux vous donner. On envoie un signal, l'écho revient au bout de 30 secondes, quelle est la distance entre l'objet, etc. Le petit c. Alors, en fait, il suffit de regarder sur le graphique. Ici, sur le graphique, il suffit juste de mesurer la distance entre le bleu et le rouge. Ici. Et là, on voit qu'on a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Donc, il y a bien 200 millisecondes millisecondes entre l'émission ici, c'est l'émission, c'est le temps au moment où il émet, et ça, c'est la réception, le temps où le son lui revient. Donc, c'est bien écoulé 200 millisecondes, aller-retour. Ouais. Et le A, alors le A, c'est quoi le A? Le A, on vous demande de juste de faire la division entre le rapport entre vitesse du son dans l'eau et dans l'air. Dans l'eau, on vous dit que c'est 1530, donc on fait 1530, et dans l'air, on vous dit que on sait dans le cours que c'est 300. Donc on voit que dans l'eau, ça va 5 fois plus vite. Voilà, c'est tout. Environ 5 fois plus vite. Ah zut, effectivement. Ben voilà, la Russie, elle se connecte. Elle va se connecter. Le calcul, je peux effectivement te le montrer. Hop là, voilà. Du coup, je vais juste gommer le machin là, qui est pas beau. Donc ça nous donne 153. Donc là, pourquoi on a divisé par 2? Parce que c'est aller-retour. Je vais juste voir si... Non, bah du coup, pas se connecter. 153, non, mètre, pas millisecondes. Mètre. Bon, Lana a pas l'air d'avoir envie de se connecter. Bon, de toute façon... Attends, effectivement. Donc le fond est à 200 millisecondes aller-retour, donc on a 100 millisecondes en dessous. Une seconde, c'est... Oui, ça revient à la même chose. C'est exactement ça. En fait, c'est le même calcul que tu fais, quoi. Tu fais à faire V divisé par V par T, tu trouves la distance. Non, mais c'est la même chose, hein, c'est le même calcul, c'est tout. Vous raisonnez comme vous voulez, moi je vous l'ai dit, vous raisonnez comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Vraiment que vous avez compris, c'est le principal. Bon, Lana n'a pas l'air d'avoir envie de se connecter. Ou au moins elle a réussi à se connecter, c'est pas grave. Alors, bref, donc, pour tout le monde, la vidéo sera sur ma chaîne YouTube.
D'accord? Donc c'est, vous tapez Monsieur Bucher sur Internet, et il y a une vidéo YouTube, on vous verra. On verra ce qu'on a fait aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris, etc. Bah, ouais, si vous voulez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Je dois avoir à peu près 33 abonnés, sachant que l'année dernière j'avais 200 élèves et cette année j'en ai à peu près 300. Et je dois avoir à peu près 10 vues. Ouais, je changerai mon blast plus tard. Quand ce sera. L'important, c'est que vous voyez les trucs. Le reste, c'est pas trop important. Ouais, effectivement, ouais. 3, hein. C'est quoi qui est payé? Oh non, je m'en fous. YouTube va vous payer quand vous avez des affichages, quand vous avez des vues, mais je sais plus c'est combien. Mais non, c'est pas monétisé du tout là. Il n'y a pas assez de vues. Puis même avec des millions de vues, je crois que enfin, c'est compliqué quoi. Bref, bon, ça vous va pour le moment? Est-ce que c'est à peu près clair? Donc on se revoit, si je dis pas de bêtises. La fréquence? Ouais, pas de souci. Non. Alors pour la fréquence, en fait, vous avez une onde sonore, en fait, c'est des vagues. D'accord? En fonction de ça ou de ça, on voit que les deux, c'est des vagues. Par contre, c'est pas la même forme. Et en fait, si ici, je me mets ici à un endroit précis, je mets ici un compteur, et je mets ici un compteur et je compte le nombre de vagues par seconde. Donc, on va voir qu'ici, si je fais une seconde, par exemple, j'aurai que les deux vagues là. Par contre, dans le même temps, j'en aurai beaucoup plus ici des vagues. J'en aurai peut-être 20 ou 30. Et bien, en fait, le temps qui s'écoule entre deux vagues, c'est ce qu'on appelle la période. D'accord? C'est comme au bord de la mer, vous comptez le nombre de secondes entre deux vagues. Si les vagues sont très rapprochées, le temps sera court. Si les vagues sont très éloignées, le temps sera long, ce qu'on appelle la période. Et une autre façon de parler, c'est de regarder la fréquence, c'est-à-dire combien j'ai de vagues par seconde. Et donc, la fréquence, ça se mesure en Hertz. C'est donc le nombre, le 1 divisé par le temps entre deux vagues. Donc forcément, plus le temps est grand, plus la fréquence va être faible. En français, on dirait la fréquence, c'est le nombre de vagues par seconde. Donc, par exemple, nous, on est capable d'entendre entre 20 Hz et environ 20 000 Hz. Le corps humain est capable de ça, ce que je vous disais en cours. C'est-à-dire que notre oreille est capable d'entendre des sons qui font vibrer l'air 20 fois par seconde, jusqu'à des sons qui font vibrer 20 000 fois l'air par seconde. Au-delà, on n'entend pas. Avant, on n'entend pas. Le son, ça peut se bloquer avec les obstacles ou, ouais, ou un changement de tube. Le son, c'est quoi qui est attends. Le son, c'est une distance limitée, effectivement. En fait, quand vous allez faire du son, ouais, ça, vous vous en doutez, euh, vous l'entendez bien. Quand je vous parle de trop loin, vous m'entendez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le son, c'est moi qui émets le son. Donc, le son, il émet, en fait, tout autour de moi. Et donc, plus vous éloignez de moi, plus la distance, le cercle est grand. Vous êtes loin. Sauf que la puissance de départ, l'énergie de départ que j'ai donnée dans mon son, au lieu d'être répartie sur un tout petit cercle, elle est répartie sur un cercle beaucoup plus grand. Donc forcément, les vagues, elles vont diminuer. C'est comme au bord de l'eau. Au bord de l'eau, si vous prenez par exemple une surface de l'eau, vous jetez un caillou dans l'eau, au début vous allez avoir des grosses vagues, comme ça autour du caillou, et plus vous vous éloignez, plus les vagues sont petites. D'accord? Mais c'est pareil pour le son. Plus vous éloignez de la personne qui émet le son, enfin du truc qui fait du son, plus la vague va être petite, donc moins vous allez entendre la personne. La lumière, c'est un peu le même principe, ça dépend comment vous diffusez, mais la lumière, elle est beaucoup plus directrice, elle va beaucoup plus vite. Donc il y a beaucoup moins de problèmes sur la lumière. Oui, on fera l'expérience. Vous verrez que même moi, au-dessus de 17-18 000, on entend quasiment plus, même quelqu'un qui a une très bonne oreille. Ou alors, il faut vraiment avoir un super haut-parleur, beaucoup de puissance, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est que je referai un cours, je pense, parce que normalement, on avait cours mardi.
Donc je pense qu'on fera un cours mardi à 2 heures. On verra ça en TP. Oui, jeudi. Jeudi, on se voit. Donc on se voit jeudi en TP en présentiel. Sauf si le ministre annonce quelque chose de différent ce soir. En attendant, si on se voit pas, de toute façon, en tous les cas, on se voit pas mardi. Donc mardi, on fera un cours à 14 heures. D'accord? Je vais le noter ici en gros. Comme ça, vous en rappellerez. Donc mardi, on sera à 17, je crois. 14 heures, visio. Donc là, il n'y a pas d'excuse parce que on est que c'est l'heure normale de cours. D'accord? Donc on fera une visio à 14 heures mardi. Entre-temps, je vous enverrai tout ça comme un message sur mon bureau numérique. On fera des petits exos, etc. Et puis, je répondrai à vos questions si vous en avez. Et on se voit jeudi. Donc, on sera le 19 en TP au lycée. Donc là, on fera le TP avec le son, etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le contrôle, je pense que je vous enverrai. Je vais regarder peut-être ce week-end ou en début de semaine. Vous aurez une semaine pour le faire. Bonjour Lana. Bon, Lana, t'arrives pile à la fin, ça tombe bien, mais je disais que le cours sera sur YouTube. Donc tu peux aller le regarder sur YouTube et maintenant tu vois que ça marche comme ça. Pour le cours de mardi prochain, on n'aura pas de soucis. Vous pouvez y aller ceux qui ont fini. On aura fini, on n'en fera pas plus pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon week-end, faites attention à vous. On se revoit mardi à 14 heures en visio et jeudi en présentiel pour le TP. Bonne journée.